Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end de sommaire. Après la démission du Premier ministre malien Moussa Mara le 8 janvier, c'est l'ancien Premier ministre de 2002, Modibo Keïta, qui a repris ses fonctions. Parmi les premiers chantiers politiques, il y a l'aboutissement du dialogue intermalien. En matière d'agriculture, la Tunisie voit ses prédictions de croissance à la hausse. Le pays table sur une croissance économique du secteur agricole de 8%, soit 4 fois supérieure à celle de 2014. Le départ de la sélection camerounaise de football pour le Gabon retardé pour cause de primes non payées. Pour certains experts, ce type d'incidents ne sont plus à mettre sur le compte de la politique, mais bien de la gestion interne de l'équipe nationale. Depuis jeudi, les Maliens connaissent le nom de leur nouveau Premier ministre, un homme qu'ils connaissent bien, puisqu'il s'agit de Modibo Keïta, qui avait déjà occupé cette fonction en 2002, au cours de la présidence de Alpha Oumar Konaré. Le chef du gouvernement, à peine nommé que plusieurs défis s'imposent déjà à lui, comme le dialogue intermalien. Les précisions d'Ibrahim Dinjaï. Au Mali, Modibo Keïta remplace Moussa Mara à la tête du gouvernement. Le Premier ministre Moussa Mara a présenté ce jeudi 8 janvier sa démission au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a nommé dans la foulée Modibo Keïta chef du gouvernement. Le départ de l'ancien Premier ministre Moussa Mara de la primature était attendu aux yeux de nombreux Maliens. Il était médiateur désigné par le président de la République pour représenter les intérêts du Mali et défendre, coordonner tout ce travail-là sur le terrain avec l'équipe gouvernementale et les autres. Il est l'homme choisi le mieux placé, en tout cas, dans ce contexte-là, par ses talents de médiateur, par son expérience, ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre. Et il a été ministre sous Moussa Traoré, Premier ministre sous Alpha Oumar Konaré, et là, ministre, chef de mission dans ce cadre-là, dans le cadre de la réconciliation, il était l'homme le mieux placé par rapport à son bagage, par rapport à son charisme, par rapport à sa maîtrise de l'administration malienne, pour pouvoir rassembler, recoller tous ces morceaux. Maintenant, est-ce qu'il aura la main libre? Est-ce qu'il va travailler en symbiose avec le président de la République, avec l'opposition? C'est le prochain défi qui est à suivre avec déjà le premier test, c'est la constitution de cette nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau chef du gouvernement malien, qui était l'actuel représentant du chef de l'État aux négociations de paix avec les groupes rebelles, est un homme de confiance du président malien. Il jouit également de plusieurs expériences au sein de différents gouvernements maliens. C'est un avantage parce qu'il est celui qui a coordonné la médiation sur le terrain, qui a discuté avec les acteurs, qui est en mesure de savoir avec qui il peut travailler. Il peut travailler dans le cadre de la réconciliation, de la reconstruction du Nord. Donc, qui est digne de confiance, qui ne l'est pas, il est en tout cas le mieux placé dans l'attelage actuel qui peut présenter pour pouvoir recoller tous les morceaux. Maintenant, c'est un homme d'un certain âge, ça peut être les désavantages qui vont contre lui, et il est d'une certaine époque avec une certaine rigueur, une parole d'honneur et une certaine moralité. Est-ce que la nouvelle génération peut se plier à ce travail-là pour donner une équipe multiforme, diverse sous toutes les coutures, qui va ensemble relever ce défi pour le Mali et pour toute l'Afrique, qui n'est pas du tout évident. Moussa Mara occupait le poste de Premier ministre depuis avril 2014. Le nouveau chef du gouvernement retrouve ainsi un poste qu'il a déjà occupé entre mars et juin 2002. Sur le plan politique, les pourparlers d'Alger entre le gouvernement malien et les rebelles du Nord reprennent le 20 janvier 2015, un dossier sur lequel est vivement attendu le nouveau Premier ministre malien. Le monde estudiantin se mobilise à Madagascar. Le leader du mouvement de grève, Beria Ravelo Manantsou, a été inculpé pour atteinte à la sécurité de l'État. Il encourt la prison à perpétuité. La sécurité intérieure a été invoquée par les enquêteurs et le juge en charge de l'affaire a lui parlé de tentative de coup d'État. Ce qui est reproché au leader étudiant, c'est d'être entré en contact avec un haut responsable du régime de transition. Le journaliste James Ramassourou est revenu sur cette situation. Écoutez. Beria Ravelo Manantsou, c'est l'étudiant président national du comité des jeunes universitaires de Madagascar. Il a été donc placé sous mandat de dépôt dans une maison carcérale de Tiafa, en Tananarive. Il y a deux aspects sur le fond et sur la forme de son arrestation qui semblent flous. D'abord sur la forme, puisqu'il a été arrêté très tôt, mercredi dans la matinée.
mais les forces de l'ordre ont fait sauter la serrure, ont tiré du lit l'intéressé. Et puis, cette manière d'arrestation semble déjà n'est pas clean. Et ensuite, sur le fond. Dans le fond, puisque au départ, il a été arrêté pour possession de drogue. C'est-à-dire qu'on a trouvé des paquets de cannabis chez lui. Mais après le déferment au parquet, le jeune a été ensuite accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est le chef d'inculpation officielle retenu actuellement dans sa mise en détention provisoire. Au Cameroun, le corps diplomatique en poste à Yaoundé et les corps constitués de la République ont présenté leurs vœux de nouvelle année au président Paul Biya ce jeudi. Occasion pour ce dernier d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de s'unir face au terrorisme. Les précisions de notre correspondant Narcisse Doumbé. Chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, membres des corps constitués nationaux se sont donné rendez-vous ce jeudi à Yaoundé autour du président Paul Biya. Ces retrouvailles annuelles consacrées à la présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État ont pris la forme d'un cadre d'échange entre le Cameroun et la communauté internationale. S'adressant aux diplomates en poste au Cameroun, le président Paul Biya est revenu sur l'urgence de la mise en place d'une coalition internationale contre les mouvements terroristes. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres Shebab ne pourra être levée que par une mobilisation au niveau international. Beaucoup l'ont compris. Il reste à en tirer les conséquences. Dans son allocution, le chef de l'État a également présenté les perspectives économiques 2015 de son pays. Nous n'avons d'autre choix que de poursuivre notre politique axée sur les progrès de la croissance. Comme vous le savez, elle repose sur 3 principaux piliers. La construction d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de notre agriculture et le développement des industries de transformation de nos matières premières. De la sorte, nous pouvons espérer faire reculer la pauvreté en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie de nos populations. En 2015, le Cameroun vise un taux de croissance de 6,3%. Pour accélérer la croissance économique de son pays, le président Paul Biya a initié un plan d'urgence triennal 2015-2017. 925 milliards de francs CFA seront nécessaires pour sa réalisation. L'actualité économique, c'est la Tunisie qui table en 2015 sur une hausse de sa croissance économique dans le secteur agricole. Les autorités avancent le chiffre de 8%. Le pays compte sur les secteurs agricoles traditionnels comme l'huile d'olive et les agrumes pour remplir ses objectifs. Les précisions de Idlet Mirabel-Bissou. La croissance économique agricole attendue en Tunisie en 2015 est estimée à 8%. En 2014, la prévision agricole était de 2%. Le ministre de l'Agriculture compte sur la production d'huile d'olive appelée à tripler en 2015 pour atteindre 280 000 tonnes. La production d'agrumes, avec environ 400 000 tonnes, va aussi connaître une hausse de 12%. Mais l'atteinte de ces objectifs agricoles pourrait ne pas avoir un impact considérable sur l'économie nationale. L'effet national de la croissance agricole sera au maximum de 0,8%, parce que le poids de l'agriculture dans l'économie, dans la création de richesses, n'est plus comme c'était le cas en Tunisie il y a longtemps. Et la Tunisie n'a pas l'agriculture des pays du golfe de Bénin, où l'agriculture a été modernisée, où l'agriculture a été à la limite parfois industrialisée. Le fort taux de pluviométrie attendu cette année va contribuer à améliorer les productions agricoles des secteurs traditionnels comme les olives et les agrumes en Tunisie. La récolte céréalière s'annonce aussi fructueuse en 2015 avec 20 millions de quintaux de prévision. Cependant, pour stabiliser le taux de croissance économique, les défis restent à relever dans d'autres secteurs. La situation
situation réelle de l'économie tunisienne, qui a besoin, je le rappelle, comme la plupart des économies africaines, d'un taux de croissance entre 6,5 et 7,5% pour que toutes les nouvelles arrivantes, tous les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi trouvent un emploi. Donc nous en sommes très loin. Plus de 30% des terres arabes est consacrée à la culture d'olive en Tunisie. La culture d'olive représente presque 15% de la valeur totale de la production agricole. Le commerce international annuel d'olive affiche 50% des exportations agricoles dans le pays. Cependant, les économistes estiment que diversifier les productions agricoles pourrait contribuer à booster davantage la croissance économique nationale. Du sport pour terminer ce journal et le voyage des Lions indomptables. La sélection camerounaise de football pour Libreville a été retardée. Les Lions devaient s'y rendre le 8 janvier pour se préparer à la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 17 janvier en Guinée équatoriale. Motif invoqué, le non-paiement des primes. Un événement qui éveille de vieux souvenirs pour les joueurs, comme nous le rappelle Ibra Radidjaï. Est-ce devenu une tradition dans la tanière ? Une nouvelle affaire de primes à la veille d'une compétition refait surface dans le football camerounais, alors que les Lions indomptables devraient se rendre à Libreville au Gabon ce jeudi 8 janvier dans le cadre de leur stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Leur départ a été retardé pour non-paiement de primes de qualification. On a, avec cette nouvelle affaire, la preuve que les textes ne règlent rien. Ce sont en définitive les individus qui règlent les problèmes. Le chef de l'État a pris des décrets qui précisaient quand et comment sont réglés les problèmes de primes dans cette équipe. Et si malgré cela, on a encore et toujours les problèmes de primes, c'est donc ce n'est pas un problème de transparence des textes, c'est un problème d'application et de volonté de les appliquer. Un désaccord entre le ministère des Finances et le président du comité de normalisation de la FECAFOOT serait à l'origine de l'incident. Pour l'ancien lion indomptable Joseph-Antoine Bell, ce n'est plus une question de volonté politique après les mesures du chef de l'État, mais plutôt de gestion de l'équipe nationale. On doit se rendre à l'idée que ceux qui gèrent ces problèmes sont en cause. Je pense que c'est comme tu veux demander ce qu'il faut faire lorsqu'il y a une équipe qui ne gagne pas et que les joueurs ne sont pas bons. Si les joueurs ne sont pas bons, il faut changer les joueurs. Puis après, votre équipe gagnera. Donc, c'est pas qu'il faut changer les gens pour les changer. Il faut changer les gens en leur mettant d'autres qui soient bons. C'est tout. Il faut mettre des gens à la hauteur de la tâche qui les attend. Le problème étant finalement résolu, l'équipe nationale a pu regagner Libreville ce jeudi. Rappelons que le Cameroun est dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.